sont les chefs? Il paraît que je dois vous saluer. Ça fait un peu, hein. Sauvage. Ça ne durera pas plus de 2 ou 3 heures, ça va. Rassurez-vous. Salut, salut. On voit Jean-Luc Mélenchon, Anne, qui est en train de saluer toutes les personnalités présentes. À noter quand même que Fabien Roussel n'est pas là, il est parti un peu plus tôt que prévu. On n'aura donc pas la fameuse photo de famille. Non, il est parti marier des proches dans le Nord, c'est ce qu'il a donné comme raison, en tout cas, via tweet. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, pensais- en direct sur BFM TV. Comment, d'un vers, Paul Éluard traçait à la fois notre slogan et notre méthode. Quand il dit « Oui, un autre monde est possible », et il est contenu dans celui-ci. Alors, je levai les yeux, et pourquoi c'est comme ça? Les parcs qui filent nos destins, peut-être m'ont envoyé un message. Une petite ardoise sur le mur, ici à côté, avec un autre verre d'Éluard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. J'ai assez vécu et mon expérience du combat politique me fait mesurer la profondeur historique de ce que nous sommes en train de réaliser. Je le sais. Je sais que, à cette heure, nous sommes en train, bien sûr, d'écrire une page de l'histoire politique de la France. Et parce que nous l'écrivons, parce que nous écrivons cette page de cette façon, alors, nous pouvons prétendre écrire une page d'histoire de France. C'est la première fois depuis 25 ans, c'est-à-dire une génération, qu'un accord général intervient entre l'ensemble des forces de la gauche traditionnelle, des écologistes et évidemment des petits derniers insoumis. C'est la première fois, une génération. Il aura fallu que le fil se perde et qu'il faille le tisser de nouveau pour que, sous notre responsabilité, nous y soyons parvenus. Mais depuis qu'il y a une gauche traditionnelle, socialiste et communiste, depuis qu'il y a des partis écologistes, depuis qu'il y a des insoumis, la tête pleine d'idées libertaires et de poésie hugolienne. Depuis le début de l'histoire, depuis toujours, c'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces, dès le premier tour, sur des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions. Ce qui n'avait été fait ni par le cartel des gauches, ni par le Front populaire, ni par la Libération, ni par mai 68, ni par le programme commun, nous l'avons fait. Évidemment, cela me conduit à renouveler en votre nom à tous nos remerciements à l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des négociateurs de toutes les équipes qui, en 13 jours, ont rendu possible cet accord. Et j'ai une pensée particulière parce que je suis un militant depuis l'âge de 16 ans. Pour ceux qui, femmes et hommes, militantes et militants, avaient été d'abord pressentis pour marcher les premiers dans le combat de cette élection législative et à qui on a demandé de se retirer pour que cet accord s'exerce pleinement. 1750 femmes et hommes. Je leur dis toute notre fraternité, et je sais qu'il leur en cuit, parce qu'il est glorieux de participer à un combat glorieux.
Et je dis ma reconnaissance à ceux qui, avec tant de gentillesse, tant de grandeur, de cœur et de caractère, nous ont dit « ça me cuit, mais je le fais quand même parce que la cause est plus grande que moi ». Il nous aura fallu 13 jours pour nous accorder, et je suis obligé d'ajouter 13 nuits. C'est beaucoup. Certains ont trouvé le feuilleton un peu long. Mais précisément, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ce n'était pas un feuilleton. C'était une histoire. Et puis, on peut se comparer. Nous sommes, après tout, des gens qui vivons dans des institutions et qui inscrivons notre action dans un cadre démocratique, puisque nous ne croyons qu'à la démocratie. Et donc, nous sommes obligés d'accepter les rythmes, même quand ils ne nous plaisent pas. Mais enfin, tout de même, il n'y a qu'à regarder ailleurs. En Allemagne, où, paraît-il, c'est le championnat du monde de la rigueur, 8 mois la première fois, 6 mois la deuxième. En Belgique, 1 an et demi. En Espagne, 3 élections. Et nous, 13 jours. J'estime que c'est un record du monde. S'il a fallu autant de temps à ces grandes démocraties pour trouver un point d'équilibre et d'entente, et si nous-mêmes, nous avons été si vite, si fort, si loin, c'est parce que quelque chose travaille le monde en profondeur et le déstabilise, le pousse à chercher de nouveaux points d'équilibre. Les 40 années de néolibéralisme dominant la planète, saccageant les sociétés, pillant la nature, détruisant les êtres humains, ce système est arrivé à bout de souffle. Et tout le monde le sait. C'est donc qu'il faut trouver un autre chemin. Et nous sommes tous assez avertis d'histoire pour savoir qu'il est passé le temps des solutions dont on pouvait dire d'avance elle est définitive. C'est comme ça et pas autrement. Il faut accepter la modestie des constructeurs de l'histoire, mais en même temps, l'audace qu'il faut avoir pour comprendre qu'il n'y a pas d'issue à la crise que rencontre l'humanité, sinon dans la rupture avec un tel système. C'est ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle. Elle a bien sûr des côtés cuisants et des côtés satisfaisants. Ne la regardons pas à l'aune des personnes ou des talents. Ce n'est pas de cela dont il a été question. Il n'y avait que des talents. Et aucune des personnes qui se trouvaient là dans notre famille a été en dessous de la tâche qui lui avait été confiée. Il y avait une grande question. Et notre peuple l'a tranchée. Du moins, chez nous, la question a-t-elle été tranchée. Il a constitué un bloc populaire en choisissant ultra majoritairement, non pas une personne, fût-ce votre serviteur, mais une orientation et un programme, la rupture. Et sitôt que les autres composantes de notre famille historique ont déclaré qu'ils avaient reçu le message et qu'ils le mettraient en œuvre instantanément, alors, dès lors que tous nous sommes retrouvés pour rompre, nous avons pu nous unir. L'union est possible par la rupture et le principal mérite en revient à ceux qui en ont pris la décision. Et dorénavant, c'est nous tous. Bien sûr, la force sociale qui a été constituée, nous n'aurons pas la sottise de la croire définitivement constituée et que ce serait en quelque sorte le moment de jouir d'une rente de situation, sans autre exercice, plus difficile que de nous unir. Non. Il va falloir sans cesse mériter la confiance, être à la hauteur de l'événement que nous avons créé, appeler à l'action, à l'élection,
la masse de ce peuple qui enfin doit pouvoir trouver en nous tous, parce qu'il est ici présent par nous-mêmes, sa propre représentation politique. Dorénavant, nous sommes ce que nous sommes, chacun pour notre part, qui socialiste, qui communiste, qui insoumis, qui vert, qui anarchiste, qui trotskiste, qui amoureux de sa patrie. Ici tous, mais nous avons en plus une identité supplémentaire, celle que nous sommes en train de constituer, c'est-à-dire la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. La NUP. Bon, écoutez, ça va, hein? On s'est bien fait à la REM. Alors la NUP, pourquoi pas? Du moment qu'on n'oublie pas ce que ça veut dire. Et le premier mot, c'est nouvelle. Alors je vous en prie, ne reproduisons pas les vieilles formules, ça ne sert à rien qu'à embrumer l'esprit. Bien sûr, ce sont des forces de gauche qui s'unissent, mais ce n'est pas la gauche unie, ce n'est pas la gauche plurielle, ce n'est pas l'union de la gauche. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'appelle l'Union populaire, écologique et sociale. Nous n'allons pas remâcher le passé, nous n'allons pas vivre dans l'obsession du rétroviseur. C'est une page nouvelle. Il faut inventer, il va falloir créer, il va falloir travailler à porter cette identité, à être radicaux, oui, bien sûr, mais une radicalité concrète, une radicalité tenable. Nous voulons en finir avec ce système parce qu'il est dangereux pour l'humanité. Mais nous n'allons pas nous rendre nous-mêmes plus dangereux en étant inconscients ou incapables de ne pas mener jusqu'au bout une politique pensée, maîtrisée, dominée et dans laquelle le peuple tout entier peut s'inscrire en acteur et pas en spectateur. La NUP, c'est une méthode. C'est un parlement. Dans la campagne, on va tâcher de le réunir autant qu'on peut. Chacun aura son groupe à l'Assemblée nationale. Et puis il y aura un intergroupe. Et si nous gagnons, la discussion politique continuera dans le Parlement. Nous ne serons pas tous à la queue leu-leu derrière je ne sais quel improbable chef qui réglerait tous les problèmes, surtout si c'est moi qui n'ai pas envie de le faire et qui ne suis pas candidat à ce rôle. Il faudra tous les jours se poser la question de savoir comment on résout les difficultés. Je crois que nous avons appris, nous les insoumis, nous sommes les derniers arrivés, nous l'avons appris au Parlement. On a compris que c'était par des amendements, par des discussions, par des propositions qu'on faisait avancer le combat et qu'on se rendait crédible. Attendez, n'allez pas vous méprendre, j'ai pas dit que je voulais pas diriger ce qu'il y a à diriger. J'ai juste voulu dire que ça m'a beaucoup amusé de voir qu'il paraît que je suis devenu le chef. Mais qui vous a dit que j'ai envie d'être le chef? C'est quand même incroyable une histoire pareille. Non, ça ne se passe plus comme ça. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes des forces vivantes. C'est le collectif qui, d'une manière ou d'une autre, tranche, décide, produit, apporte, complète. Et il en sera ainsi. C'est pourquoi c'est une autre phase de l'histoire qui commence. Nous voulons que ce soit une force pérenne. Ça veut dire que ça dure pas juste le temps d'une élection. Mais entendez bien le message, si vous voulez que ça dure plus qu'une élection, ben va falloir le faire durer. Ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas à coups de sifflet. Ça se fera par la discussion, par la camaraderie, par la fraternité, par le fait que, sans doute, on cessera de penser que le stade suprême de la pensée politique est de marchander son pouvoir de nuisance. Et que, entre nous, le problème n'est pas tant la compétition, mais l'émulation. Qui est le plus malin? Qui a les idées les plus intéressantes? Quelle est la femme, l'homme qui nous apporte? Voilà ce qui compte. Soyons meilleurs chacun pour le collectif, et le collectif sera meilleur pour chacun.
Mais je dois donner d'abord le sens le plus immédiat et le plus profond de ce que nous sommes en train de faire. Non, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là, ce n'est pas qu'un accord électoral. Ben, c'est déjà bien de faire un accord électoral. Je n'ai pas très bien compris comment un accord électoral, qui est un accord de gouvernement, n'est pas en même temps un accord politique. Bon, on expliquera. Mais il est clair que notre accord électoral nous permettra de gagner si nous convainquons que notre programme, nos idées, nos objectifs correspondent à l'intérêt général humain de notre patrie. Voilà comment nous convaincrons. Voilà comment l'accord électoral deviendra un événement politique considérable, je l'ai dit, de l'histoire de France elle-même. Mais dans l'immédiat, tous ceux qui m'écoutent à cet instant doivent se souvenir que nous ne sommes pas en train de régler je ne sais quel congrès entre nous, ou réaliser je ne sais quelle partition que tel ou tel grand musicien parmi nous aurait imaginé. Nous posons un acte de résistance collective à une ère de maltraitance sociale et écologique et démocratique qui nous a été annoncée par un pouvoir qui s'est fait élire sous la contrainte d'un deuxième tour par défaut et qui, sans jamais avoir annoncé le moindre programme, a l'intention de nous entraîner encore plus loin dans la déconfiture néolibérale, dans les destructions qu'ils ont commencées par celle du Code du travail, continuées par celle de l'hôpital public, et qu'ils voudraient maintenant continuer par le saccage de l'école et la marchandisation du savoir. Nous sommes dans un acte de résistance quand nous répétons sur tous les tons que nous ne voulons pas de la retraite à 65 ans et que pour l'empêcher, il n'y a qu'une manière de le faire, c'est d'élire une majorité de députés de l'Union populaire. Ce n'est pas seulement parce que nous savons que cet homme ne veut vous infliger cela que pour complaire à quelques ramassis d'obscurs technocrates qui pensent que l'âge de la retraite doit être sans cesse reporté parce que, paraît-il, on vit plus longtemps et donc il faut travailler plus longtemps, et que précisément depuis qu'on travaille plus longtemps, on vit moins longtemps, et en tout cas on vit moins longtemps en bonne santé, et que sa réforme va coûter 4,5 milliards de plus de RSA et d'assurance chômage. Ce n'est donc pas une économie qu'il réalise. Et que sa réforme veut dire que quand la retraite serait à 65 ans, comme il y a toujours 5 ans pour ceux qui n'ont pas les annuités complètes de décalage, ça veut dire que pour avoir une retraite complète, il faudra attendre 70 ans. Vous entendez? 70 ans. Alors, mais je dis, ce n'est pas à cause de ce coup, ce n'est pas à cause de l'absurdité sur laquelle il débouche. Je parle du monde dans lequel nous vivons, de la société dans laquelle nous voulons vivre, où l'économie est au service des êtres humains et pas l'inverse, où l'économie doit être soucieuse de la nature et non pas désinvolte comme elle l'est aujourd'hui. Quand nous disons la retraite à 60 ans, nous imaginons les 1001 petits bonheurs de l'existence qui avaient été acquis auparavant par la lutte lorsque le programme commun permit qu'on l'appliquât une première fois. Devant nous, un moment historique compliqué. L'ordre géopolitique du monde est bousculé. Et déjà, nous l'avons sous les yeux en Europe avec le retour de la guerre et l'insupportable, l'intolérable agression du gouvernement de M. Poutine contre le peuple d'Ukraine à qui je dédie notre ferveur d'aujourd'hui. Sous les yeux, une guerre d'agression qui viole une frontière et massacre des populations, commet ce qu'il faut appeler dorénavant des crimes de guerre et qui nous menace d'un crime contre l'humanité
que serait le recours aux armements nucléaires. Eh bien, cette difficulté, elle s'ajoute à celle que déjà nous allons recevoir avec le changement climatique, qui est commencé, comme nous le répétons, et qui est irréversible. Ce que nous pouvons faire, c'est empêcher le franchissement de nouveaux seuils qui aggraveraient la mise en danger de l'humanité tout entière, sur des points essentiels comme le cycle de l'eau, par exemple, profondément perturbé. Ah, comme je regrette de ne pas y être arrivé. On avait commencé la campagne présidentielle par ça. On n'est pas arrivé à installer ce débat dans la société française. Pourtant, nous avons aujourd'hui plus d'une dizaine de départements qui sont en alerte sécheresse. Et nous en avons 2 où dorénavant, il y a des restrictions sur l'usage de l'eau. Nous sommes en mai. D'habitude, ce sont des choses qui surgissaient de temps en temps, ici ou là, au mois d'août. Et on nous annonce pour cet été de terribles sécheresses et des canicules qui maintenant ne sont plus extraordinaires, mais ordinaires. Les conséquences seront innombrables. En premier lieu sur les récoltes de blé et de ce dont nous avons besoin pour pourvoir à la nourriture quotidienne de millions de gens, mais aussi des conséquences sur tout le reste du système économique. Car voyez-vous, quand ça chauffe, eh bien on ne peut pas refroidir les centrales nucléaires. Et le niveau des rivières descend, et donc on met des réacteurs à l'arrêt. Alors il faut arrêter de dire que nous sommes tranquilles parce que nous avons le nucléaire. Nous sommes inquiets parce que nous avons le nucléaire. Et parce que ça fait partie des maltraitances écologiques qui sont prévues par ce pouvoir. Il y a déjà 17 réacteurs à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il a prévu de faire? Rallonger la vie des vieilles centrales. Je ne dis que cela aujourd'hui, mais je le dis. C'est une décision absurde, ruineuse et irresponsable, compte tenu du danger que cela représente. Le modèle productif, disais-je en faisant la liste des difficultés qui s'avancent, a été pris à contre-pied. Ces interminables chaînes de valeur, comme il disait. Alors je capture une crevette ici, je la mets dans un bateau là-bas, et puis on la décortique encore là-bas, et on la ramène ici, et elle aura fait le tour du monde comme les jeans que nous avons sur nos fesses, et qui au passage auront pompé 15 000 litres d'eau, c'est-à-dire 7 250 par fesse. Eh bien, ces interminables chaînes, elles ont été rompues une première fois par la Covid. Normalement, ça devrait les faire réfléchir, mais ils n'ont pas eu le temps. Car entre-temps, la rupture de ces chaînes a provoqué des pénuries partout, et les prix décollent, car évidemment, dès qu'il y a pénurie, les spéculateurs arrivent et en rajoutent. Pénurie par-ci, pénurie par-là, des matériaux rares, comme le bois ou le fer, viennent à manquer pour construire des maisons, et ainsi de suite. Ces chaînes seront de nouveau rompues, nous le savons. Et donc, il faut réfléchir au futur avec sérieux, et pas en comptant sur la magie de la main invisible du marché pour régler les problèmes de demain. Nous devons, aussi vite que nous le pouvons, et chaque fois que c'est possible, je ne dis pas que c'est possible tout le temps, sur tous les sujets et sur toutes les matières, nous devons relocaliser tout ce que nous pouvons pour ne pas connaître les pénuries de production auxquelles nous expose le système du libre-échange généralisé. Enfin, ces chaînes seront rompues parce que les épidémiologistes eux-mêmes nous le disent. La Covid-19, c'était le hors-d'œuvre. Il y aura d'autres pandémies. Pourquoi? Parce que le modèle dominant de l'agriculture mondiale est celui de la destruction des espaces naturels et donc de la transmission des virus qui se trouvent parmi la biodiversité animale sur les animaux domestiques et d'eux aux êtres humains. Par conséquent, comme il ne change rien au modèle, et comme dans ce pays, il paraît qu'on ne touchera pas aux fermes-usines, dit M. Macron, en tout cas jusqu'à ce que nous, on arrive.
alors il est certain que nous aurons d'autres cas de zoonose, et donc d'autres pandémies, et donc que nous sommes obligés de commencer à nous organiser pour, un, empêcher les pandémies, donc fermer les fermes-usines, et deuxièmement, nous devons nous préparer à, lorsqu'elles éclatent, être capables d'organiser la société autrement qu'en mettant en prison chez soi toute la population. Si vous n'y réfléchissez pas, si ça ne vous intéresse pas, si vous attendez que ça arrive en disant bah, écoutez, oh, ça nous fera vendre des masques, et pourquoi pas du gel, et que sais-je encore. Après tout, le capitalisme de notre époque, pourquoi est-il si dangereux? C'est parce qu'il est incapable de se corriger. Et pourquoi est-il incapable de se corriger? Tout simplement parce qu'il profite des turpitudes qu'il déclenche. Mais nous, qui ne sommes que la société des êtres humains et qui ne défendons rien d'autre que l'intérêt général humain, nous regardons tous ces problèmes d'un autre œil. Il faut organiser, il faut préparer. Vous comptez sur M. Macron pour faire ça? Mais qui pourrait compter sur lui pour faire ça ou d'autres choses? Non, il ne le fera pas. Enfin, le monde comme il est, du plus loin qu'on le connaît, est en général dans les sociétés humaines globalement assez réfractaire à un niveau d'inégalité trop grand. Qu'est-ce que trop grand? Je ne sais pas, c'est l'histoire qui le fixe, la lutte de classe, la lutte entre les uns et les autres. Le curseur est placé à chaque étape de l'histoire, à un endroit ou à un autre. À la Libération, sur le vieux continent européen, sans doute aussi profitant des pillages qu'on organisait ailleurs, le curseur avait été extrêmement favorable aux salariés. Et de tous côtés étaient venus des progrès sociaux qui n'avaient fait que s'amplifier ensuite. Nos sociétés étaient, à mains égards, sur le plan des salaires, moins inégalitaires. Sur le plan des rapports humains, non, ce fut beaucoup plus long, je le rappelle. Les femmes n'ont eu le droit de vote qu'il y a 77 ans à la Libération, le droit d'avoir un carnet de chèques que dans les années 60, etc. Donc je ne suis pas en train d'idéaliser la période qu'il y a eu avant nous. Mais je dis seulement que c'était comme ça. Et maintenant, la bascule se fait dans un tout autre sens. 5 personnes possèdent autant que 27 millions d'autres dans ce pays. Un déséquilibre pareil est insupportable moralement et intellectuellement. Mais il est surtout inacceptable parce que nous avons besoin de répartir pour pouvoir faire la vie à laquelle on aspire, qui n'est pas si prétentieuse que ça, je le dis à M. Macron. Nous élevons nos enfants en les protégeant du rêve dément et pervers d'être milliardaires. Puisqu'il avait dit que nos jeunes devaient en rêver. Nous éduquons nos enfants au partage. Partage avec ton frère, avec ta sœur. Regarde pas dans l'assiette de ton frère ou de ta sœur. Prends ta part. Et l'autre, est-ce qu'il a eu à... Bref, on fait ça tous les jours, non? Quand ils sont petits. Après, c'est eux qui nous le font à nous. Pourquoi c'est toi qui as tout et pas moi? Bon, bref. Mais l'inégalité en France fragilise la société française. Vous savez, comme moi, tous autant qu'on est, mais eux, ils ne savent pas, qu'il y a des zones entières que l'on ne peut pas qualifier de zones du tiers-monde, mais de zones du quart-monde, accablées de misère. Je suis député d'une circonscription dans laquelle se trouve le quartier le plus pauvre d'Europe. Au début, j'ai cru que c'était une galéjade de Marseillais. Mais non, c'est vrai. Le quartier le plus pauvre d'Europe. Dans la France, si riche, si flamboyante. Les inégalités fragilisent nos sociétés parce qu'elles les rendent moins aptes à faire face aux défis qui arrivent. Si vous êtes emmuré, femme, homme, dans une logique de survie, que votre seul problème, c'est de savoir comment vous allez tenir jusqu'à la fin de la semaine, et que, héros, héroïnes du quotidien, vous tenez jusqu'à la fin de la semaine, et que vos enfants auront eu à manger toute la semaine, que ceux qui auront été malades auront pu être soignés, après que quand même vous essayez de voir s'il n'y avait pas moyen que ça passe tout seul, puisque plus de 30% des Français ne se soignent pas
à la première alerte et ne se soigne des fois que quand l'alerte est devenue tellement chaude que c'est pire que s'il l'avait fait au tout début. L'inégalité fragilise les sociétés et c'est le principal reproche que nous lui faisons parce que ce qu'il faut construire maintenant, le sens profond, moral, philosophique de ce que nous sommes, c'est que nous voulons construire une société d'entraide, une société d'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Le contraire de la société de sauvages où tout le monde est le concurrent de tout le monde. J'ai évoqué la maltraitance sociale qui nous est promise. J'ai évoqué la maltraitance écologique sans vous en faire toute la liste. Je n'ai abordé que la question du nucléaire, mais j'aurais pu. Et pourquoi je ne le ferai pas? Dire que quand 99% des Françaises et des Français, quand on examine leurs urines, manifestent une présence de glyphosate, quand on rapproche la présence de pesticides dans le corps de tous les êtres humains, alors on se rappelle de ce qu'on a fait dans les Antilles quand on n'a pas interdit à temps le chlordécone. Et on devrait rapprocher alors la présence de pesticides et de perturbateurs dans tous les corps du fait que la mortalité infantile augmente dans notre pays, ce qui est une honte, au moment où, en plus des raisons qui perturbent gravement la fécondité des femmes et des hommes, au point que ce qui était hier exceptionnel est devenu si banal dans nos relations et dans nos familles, de la difficulté à avoir des enfants. Alors soudain, on se dit, ce monde est vraiment devenu fou, parce que la base de la civilisation humaine, c'était d'abord la fondation des familles, leur protection, la culture qu'elles échangeaient d'une génération à l'autre. Alors quel est ce monde dans lequel il devient plus difficile d'assurer la génération, où il devient difficile d'assurer la transmission du savoir par l'école, où il devient difficile d'échapper à des maladies qu'on provoque soi-même par ses propres activités. Ce monde est fou, c'est pourquoi il est temps d'en interrompre le déroulement. Il est temps, bien sûr, on ne le dit pas en 24 heures, personne ne croit une chose pareille, mais d'entrer sur ce nouveau chemin, d'assurer cette rupture. Voilà ce que nous incarnons et que nous voulons incarner aux yeux du peuple français, avec toute la patience qui est la nôtre, pour expliquer, convaincre, entraîner. Nous avons besoin de l'intelligence collective des milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes qui font des études aujourd'hui et dont nous avons besoin du savoir aussitôt que possible pour faire tout ce qu'il y a à faire. Nous avons besoin de milliers de jeunes gens, garçons et filles qui décident d'entrer dans les carrières du soin, médecins, infirmiers, etc. Nous avons besoin de milliers et milliers de jeunes gens qui nous garantissent par leur savoir-faire et leur intelligence l'installation de ces immenses machines dont nous avons besoin pour remplacer par des énergies renouvelables le nucléaire et les autres énergies qui ont des effets de serre. Nous faisons appel à l'intelligence de notre peuple. Nous faisons appel au dévouement. Nous faisons appel à la mobilisation. Parce qu'on ne changera pas tout du sommet, ce n'est pas vrai. Beaucoup de choses peuvent changer depuis le sommet. Et le sommet n'aura pas la faiblesse de se cacher. À peine arrivé, le SMIC sera augmenté à 1 400 €. Vous pouvez compter sur moi. Et c'est pas tout. Je préfère prévenir. J'ai observé que depuis la dernière augmentation, 85% des salaires minimums dans les différentes branches de la production de ce pays sont inférieurs au SMIC. C'est intolérable. Donc, nous convoquerons dans tout le pays de nouveau les conférences de négociation salariale obligatoires pour qu'on reprenne cette affaire. Et pas seulement pour appliquer la loi. Parce que le SMIC, c'est pas au choix.
mais aussi pour examiner toute la hiérarchie des salaires en tenant compte de l'inflation. Et d'ailleurs, pour lutter contre l'inflation, nous ne compterons pas sur je ne sais quel mécanisme de l'économie de marché. Nous ne ferons pas ce que sont en train de faire des gens que je juge extrêmement coupables dans leurs décisions quand ils décident de restreindre le crédit alors que nous entrons dans une phase où toute l'économie déjà semble se diriger de nouveau vers un point d'arrêt, comme c'est le cas dans notre pays. C'est extrêmement dangereux. Et donc, nous bloquerons les prix de tous les produits de première nécessité. Pas par idéologie, pas pour punir je ne sais qui, mais parce que notre peuple est en train de couler. Des familles qui arrivaient à se maintenir la tête à peine hors de l'eau, dorénavant ne peuvent plus le faire et commence une horrible comptabilité. Qu'est-ce qu'on fait? On se déplace ou on mange? On mange ou on paye le loyer? On paye le loyer ou on paye l'électricité? Voilà les choix que doivent assumer des braves gens qui, tout le reste du temps, font tout ce qui est en leur pouvoir pour se rendre utiles à leur famille et à la société. Nous voulons libérer les gens de la contrainte, de la survie et de la servitude dans laquelle la misère enferme ceux qu'elle frappe. J'ai envie de vous lire le reste, mais bon. Sur la maltraitance écologique. Franchement, quand même, ils en tiennent une couche. 5 épidémies de grippe aviaire, pas une, 5. À la première, ils auraient pu se dire, bon, ça n'a pas de bol. À la deuxième, tiens, on aurait dû y penser. À la troisième, ah, quand même. À la quatrième, il est temps de faire quelque chose. On est à la 5e. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Rien. Je parle sérieusement. La grippe aviaire, c'est 20 millions de volailles qui ont été sacrifiées. Vous savez qu'aujourd'hui, 80% des oiseaux vivants, c'est de la volaille d'élevage, qui vit dans les conditions que vous savez de ces élevages concentrationnaires. Alors vous dites, bon, d'accord, c'est regrettable, il n'a pas tort, Mélenchon. Enfin, nous ne sommes pas des canards. Bah si, ça se pourrait bien. Parce qu'en Chine, le virus, il est passé du canard à un être humain. Alors, qui c'est qui a envie d'essayer? Vous voyez bien que ça ne peut pas durer, qu'il faut prendre un autre chemin. Essayez pour voir. Vous pourriez aller manifester à vos risques et périls. 4e thème de maltraitance, la maltraitance de la démocratie. L'autre, il n'est même pas installé dans son nouveau mandat. Il n'est même pas installé dans son nouveau mandat que déjà, il y en a un qui nous parle d'appliquer le 49.3 à propos de la retraite. Exactement. Oui. Et ça a commencé tout de suite avec des images extrêmement parlantes. Jean-Baptiste Ayrault, anarchiste bien connu, qui, du haut de ses 63 ans, menaçait l'ordre établi et les forces qui le représentent, et que nous avons vu plaqué au sol, tenu par 4 personnes qui lui appliquaient une de ces clés dont on sait qu'elles peuvent devenir mortelles. Enfin, vous avez vu qu'après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tirer sur les gens, sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot. Et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays est de la police et la justice, et personne n'a rien à dire. Comment c'est possible? Je ne crois pas que quand je parle comme ça, je fais autre chose que de parler au nom des valeurs auxquelles nous croyons. Une police dans un État démocratique est nécessairement républicaine. Et je ne vois pas quel genre de délit de la circulation routière ou même des trafics mérite qu'une personne décide de l'application de la peine de mort à un autre et que ça soit son droit. Non, ce n'est pas possible. Nous ne l'acceptons pas. Qu'est-ce que je vois? Julie Garnier, conseillère régionale, qui défend des travailleurs, qui fait un meeting. Dans le meeting, elle a dit, incroyable, une parole qui sent son anarchiste à plein nez,
Et si elle a parlé comme ça, c'est plutôt que de jeter une bombe, sans doute. Elle a dit que la direction de l'entreprise mentait. Insupportable. Convocation au commissariat de police. Une élue convoquée dans un commissariat de police pour faire une déposition parce qu'elle a dit qu'une direction d'entreprise mentait. Alors que souvent, les entreprises, les directions d'entreprise, comme vous le savez tous, ne mentent jamais. Ils font des plans de sauvegarde de l'emploi où ils licencient la moitié de la boîte. Voilà. Donc ils ne mentent pas. Ils adaptent. Bon. Ça, c'est l'urgence. C'est à tout ça qu'il faut mettre fin tout de suite. Mais je l'ai dit, l'enjeu, ce n'est pas l'urgence. L'enjeu, ce n'est pas seulement les mesures qui sont contenues dans le programme, telles que je viens d'en exposer quelques-unes après d'autres à cette tribune. L'enjeu, c'est le monde dans lequel nous voulons vivre. L'enjeu, c'est la rupture, la bifurcation écologique qu'il faut faire connaître à notre économie, à ses process de production et aussi à la consommation et à nos mentalités. Alors, je ne dis pas qu'on soit toujours très habile dans ce domaine, mais plein de gens seront d'accord avec nous pour dire qu'il faut mettre un terme à la malbouffe, que du sucre en grande quantité dans tous les aliments, c'est la ruine de la santé, que du sel partout dans les aliments trop, c'est la ruine de la santé, que l'Organisation mondiale de la santé vient de nous mettre en garde contre le fait qu'il y a une épidémie d'obésité sur tout le vieux continent européen et que face à cela, peut-être parce que c'est pas leur gosse, alors ils font rien et ils continuent à mettre du sucre partout. Il va falloir changer nos manières d'être. Tâchons de le faire assez habilement pour ne pas se faire prendre à la première indication. Je dis ça comme ça, hein. Mais il faut qu'on traite ces problèmes. Le véritable anticapitalisme, c'est celui qui part du concret et qui y revient. Nous ne voulons plus voir l'épidémie d'obésité. Et pour cela, il faut que tout le monde mange bien. Et pour que tout le monde mange bien, il faut que les paysans produisent de beaux produits dans de bonnes conditions, sans pesticides. Et pour ça, il faut les payer plus. Et pour payer plus les paysans, il faut payer plus les ouvriers et ceux qui travaillent pour qu'ils puissent se payer les bonnes choses. Ça, c'est de l'anticapitalisme concret. Et la part qui va au salaire, elle n'ira pas aux dividendes. Alors, ouais. Merci, c'est la réponse en effet. Le vaccin contre la malbouffe, le vaccin contre la violence policière, le vaccin contre les maltraitances écologiques, contre les maltraitances sociales, c'est l'Union populaire écologique et sociale. La NUP. Nous avons un président et pour la deuxième fois en l'espace de 10 ans, une élection a eu lieu qui n'a réglé aucun problème. Et, comme l'a dit l'autre soir Olivier Faure, et je lui emprunte cette formule, nous avons un président sans mandat. Il a été élu, et alors ça devrait suffire. Eh bien non. Il faut un mandat. C'est-à-dire, il faut trancher. Fera-t-on ceci ou fera-t-on cela? Fera-t-on la retraite à 65 ans ou bien à 60 ans, etc. Il faut trancher. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un troisième tour. Et ce troisième tour, la démocratie nous le propose. C'est l'élection législative. Et puisqu'il y a 3 blocs à la sortie du premier tour de l'élection présidentielle, notre bloc, notre ensemble, propose au peuple français de prendre la tête de ce gouvernement et propose un candidat pour le faire. Voilà, c'est simple, c'est clair, tout le monde comprend. C'est un peu de 6e République dans la 5e. C'est du législatif dans la monarchie présidentielle. Vous choisissez ce que vous allez faire.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il va avoir encore les pleins pouvoirs pour aller se réunir avec son conseil de défense pour décider de la santé, de l'agriculture et de tout ce qui lui passera par la tête, ou bien vous donnez un mandat politique à une nouvelle majorité. Comment on fait, monsieur Mélenchon, pour vous élire Premier ministre? Puisque, comme l'a dit quelqu'un, on n'élit pas le Premier ministre. C'est malin de dire ça. Eh bien, on élit des députés qui constituent une majorité. Lesquels? Ceux de l'Union populaire. Ah oui, mais là, je vais quand même mettre les points sur les i. Hein. Toutes les familles sont dans l'Union populaire. Ceux qui présentent des candidats contre les candidats de l'Union populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron. Alors, regardez que alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vous dis ça parce que ils ont commencé un peu à me chauffer les oreilles avec, je sais pas quoi, là, de dissidents. Rira bien qui rira le dernier. Eh? Il paraît que dans la circonscription de M. Valls, il y en a déjà 2 de LREM. Et tout à l'heure, j'ai vu mon copain de Brest, il m'a dit qu'il y en a 3 qui sont candidats. Et j'ai croisé le pote de l'Ille-et-Vilaine, il m'a dit dans mon coin, il y en a 2. Alors on n'a pas fini de rigoler. Évidemment, ça ne sera pas marqué dans le journal, parce que dans le journal, il n'y a que nous qui intéressons, ça se comprend. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à part nous, hein, franchement? Alors, mais moi je crois et je demande à tous ceux qui nous ont pendant des mois et des fois des années dit entendez-vous, alors qu'il fallait d'abord que la parole politique tranche par le vote. Maintenant nous nous entendons et nous demandons à tous ceux qui trouvent que c'est bien de nous aider, de nous suivre, de nous épauler de toute leur force et de ne pas s'abandonner aux caprices égotiques de ceux qui ne supportent pas l'union et qui ont habillé leurs manœuvres de main prétexte. Alors bon, je vois que tout le monde a compris, hein, mais il faut qu'on pense à ceux qui nous écoutent, là, à cet instant. J'ai encore un petit message pour eux. Là, c'était un message pour qu'ils nous aident. J'en ai un autre. Alors, il y a un vote qui sert absolument à rien. C'est le Front National. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi ça ne sert absolument à rien. Quand vous en élisez députés, il y a quelques députés ici, ils viennent pas. Ils font pas le boulot. On réforme la retraite, pas un mot de Madame Le Pen. Alors elle dit oui, mais c'est parce que j'ai pas de groupe. Menteuse. Tout le monde peut intervenir, tout député peut intervenir quand il veut déposer un amendement et le défendre. C'est pas vrai, tu sers à rien, à part aider l'autre. De toute façon, je veux pas non plus être trop mauvaise langue, hein. Il faut pas être trop mauvaise langue. Et montrer ceux qui sont jamais là, le soir ou quand ça les intéresse pas. Bon, mais il y a quand même quelque chose qui a été dit par M. Bardella. Il a dit, Madame Le Pen ne veut pas être Premier ministre. Ben, très bien, reste chez elle, ils ne présentent pas de candidat. Ça ne sert à rien de voter pour eux, puisqu'ils ne feront rien. Et ils l'annoncent à l'avance. Nous, c'est pas pareil. Vous votez pour un député de l'Union populaire, tac, vous avez un gouvernement d'Union populaire. Alors, d'autres m'ont dit, mais c'est possible ça? Ben oui, c'est possible. Il y a déjà eu des cohabitations. Ça s'appelle comme ça, on appelle ça cohabitation. La première fois, on n'en revenait pas. Alors on avait François Mitterrand qui était président de la République et les gens ont élu des députés RPR. Donc le président de la République a choisi
la personnalité qui dirigeait le RPR, M. Chirac, qui a été Premier ministre. Et quelle politique s'est appliquée? La politique de M. Chirac. Ensuite, on a eu le même épisode un peu plus tard avec M. Balladur. Quelle politique s'est appliquée? La politique du dernier élu. Et puis ensuite, on a eu, en 1997, Lionel Jospin. Et le président était Jacques Chirac. Qu'est-ce qui s'est appliqué? La politique de Lionel Jospin. Et je vous signale qu'on s'en est pas trouvé si mal que ça, parce que ça a quand même donné les 35 heures sans perte de salaire, la plus gros prélèvement qui ait jamais été fait sur le capital dans ce pays. Bon. Donc, si vous élisez une majorité de députés de l'Union populaire, pour ça, il faut sortir le dimanche, le jour du vote, aller en famille, tout le monde, les amis, les voisins, les cousins, tout le monde. On va voter, on met son petit bulletin, et à la sortie, vous avez un député Union populaire. Quand vous rentrez, il y a une table avec tous les bulletins de vote, et vous cherchez Union populaire, vous le prenez, vous en prenez un ou deux, parce que c'est la règle, bon, et puis vous entrez dans l'isoloir, vous chiffonnez les autres, que vous mettez dans votre poche pour pas qu'on puisse savoir ce que vous avez voté, et vous mettez votre bulletin Union populaire dans l'enveloppe. Non mais attendez, j'en vois qui rigolent. Eh ben, ça prouve qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas sortis. Parce qu'à l'élection présidentielle, il y avait plein de gens qui venaient qui ne savaient pas comment on votait. Il y a 5 millions de personnes qui n'avaient jamais voté, qui pouvaient venir voter. Il n'y a pas de honte à expliquer. Et c'est votre rôle de le faire. Il ne faut pas faire les malins. Les moi, je sais tout. Non, il faut faire le boulot. Faire le boulot, c'est expliquer. Surtout à ceux qui n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas de honte à demander, je le dis à ceux qui nous écoutent. Mais nous, c'est un devoir d'expliquer. C'est notre rôle. Je termine pour l'explication. Alors donc, vous avez élu plein de députés de l'Union populaire. Tant qu'ils sont majoritaires, il y en a 287. Bon. Le président de la République, 89, le président de la République me convoque, parce que dans notre accord, il est écrit que c'est moi le Premier ministre. Donc je vais le voir, et je lui dis, bon, d'accord, c'est ce qu'on avait prévu. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a qui me disent, ah, mais il va aller demander à Macron de le nommer. Mais rien du tout. Je demande au peuple français de nous nommer, c'est-à-dire de nous élire. C'est pas le bon plaisir de M. Macron. Puis comme c'est un démocrate, ben il s'inclinera, comme l'ont fait les autres présidents avant lui. Le président Mitterrand, le président Chirac se sont inclinés. Ben lui, pareil. Et donc, il y aura un gouvernement de l'Union populaire. Alors... Et quelle politique sera appliquée à ce moment-là? Ben, la politique de l'Union populaire, puisque c'est ce qu'aura décidé le peuple français qui n'a rien décidé le coup d'avant. Là, il aura décidé. C'est cette politique-là qui s'appliquera. Alors, je vois que vous avez tous la banane, je vous comprends, mais enfin, ça m'étonnerait qu'il nous fasse des compliments tout de suite. Hein. Donc, il va falloir penser sans cesse que notre première tâche va être d'expliquer, expliquer, réexpliquer 100 fois et accepter l'activité et la mobilisation populaire parce que nous avons besoin d'elle, parce qu'on ne change pas la société sans la participation du peuple. Attendez, j'ai encore une question à régler. Alors j'ai dit, vraisemblablement, je ne serai pas à nouveau candidat député. Mais c'est possible, ça, M. Mélenchon? Vous pouvez être Premier ministre sans être député? Mais oui. Mais oui. Sur 24 Premiers ministres de la Ve République, 6 n'étaient pas députés. Le dernier Premier ministre de la IVe République n'était pas député, il était général. C'était De Gaulle. Et puis ensuite, il y a eu Debré, qui n'était plus parlementaire à ce moment-là, Pompidou, Barre, Madame Cresson, qui n'était pas parlementaire à ce moment-là, M. Villepin et M. Castex. L'actuel Premier ministre n'a jamais été député. Alors, il a quand même une légitimité populaire parce qu'il a eu 1800 voix à l'élection de la mairie de Prades. Non, mais je ne dis pas ça pour me moquer, je respecte. Ben, c'est le tarif pour être maire de Prades. Donc, voilà. Et moi, je me sens, après tout, pas si illégitime que ça.
en ayant déjà recueilli à l'élection présidentielle 55% des voix au premier tour dans ma circonscription, et après avoir, ça se trouve que c'était mon nom, qu'il y avait sur le bulletin, 7 700 000 voix. Donc je réponds à ceux qui sont inquiets qu'on peut ne pas être député et être Premier ministre. L'avantage que je ne sois pas candidat est le suivant, c'est que je peux courir partout et que quand je vais à la télévision, on n'est pas obligé de faire venir tous les autres. Je vais concourir pour un prix d'éducation civique, tu vois. Non, parce que d'habitude, c'est un peu ennuyeux, ce genre de sujet. Hein. Voilà. Je vois que vous avez tous la bonne humeur, le sourire, on se comprend. On a bien travaillé tous ensemble. Je suis sûr qu'il y en a qui, en nous voyant, regrettent de ne pas être là. Ça fait du bien d'être là. On recharge la batterie et on se voit si nombreux. Et on voit ces belles équipes qui vont arriver à l'Assemblée nationale. Je pense à tous ces candidats dans des circonscriptions dites éligibles, encore qu'il n'y en a aucune qui est, hein, il n'y a jamais aucune élection qui est réglée d'avance, mais qui ont une adresse personnelle dans une cité populaire et qui sont des candidats de l'Union populaire. Tous ces gens qui viennent du monde du travail, du salariat, du monde de l'association. Tous ceux qui me font l'honneur et l'amitié de se tourner vers nos équipes pour dire moi je suis candidat à rien mais je viens donner un coup de main. Je suis un spécialiste de ceci, je suis un intellectuel de telle branche, je sais faire ceci ou cela. Les hommes et les femmes de lettres et de culture qui nous rejoignent, il y en a quelques-uns à cette tribune. Je ne les cite pas, sinon ils sont mes potes. Mais quel bonheur. Ce que nous sommes ne peut pas avoir tout son sens s'il n'est à la fois ancré dans le peuple le plus populaire et dans ces milieux des intellectuels, de la création, de la beauté. Nous sommes tout ça. Et je suis heureux que la nouvelle page que nous commençons, parce que c'est une nouvelle page, c'est une autre histoire. Prenez-la comme elle est. J'ai dit une fois, il faut jeter la rancune à la rivière. Bien sûr, dans toutes les luttes, il y a des coups qui ont été ou trop longs ou justement mérités. Mais on ne va pas passer notre temps avec ça. Ce qui est important, c'est de savoir où on veut aller ensemble, ce qu'on va faire ensemble. Et après, c'est la vie. Dans vos vies personnelles, vous faites comme ça aussi. Vous tournez la page régulièrement. Eh bien, dans notre vie collective, il faut savoir trouver la page. Pas pour battre je ne sais quel record d'empathie ou pratiquer le sport du pardon avec plus d'énergie que d'autres. Oh, le pardon, c'est compliqué. Non, c'est parce que nous avons besoin d'avoir toute notre énergie, toute notre inventivité, toute notre combativité tournée vers l'objectif que nous nous sommes donnés tous ensemble. Nous sommes en train de faire l'histoire, chacun d'entre nous. Au peuple maussade qui croyait que tout était terminé, nous avons immédiatement relancé l'appel au combat. Et vous avez tous vu qu'il a été entendu. Que partout, ils ont entendu troisième tour. Allez, je finirai pas, une fois de plus, sans Victor Hugo. Ah bah quand même. On a commencé avec Éluard. Éluard, il était communiste, hein. Eh oui, bah c'est pas un défaut, hein. Et alors Victor Hugo, lui, au début, il était monarchiste. Puis après, il a fini avec nous. Mais bien avec nous, hein. Bien de chez bien. En route, des fois, il s'est trompé. Par exemple, la Commune de Paris, il est fichu le camp. Comme quand les Gilets jaunes foutaient la trouille à tous les bourgeois, à l'époque, c'était pareil. Alors, ils étaient là à dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est cette histoire, ça va trop loin. » Bon, le fait est que nos amis avaient fusillé 2 généraux, qui le leur ont bien rendu, soit dit par parenthèse. Et donc, Victor Hugo était... Bah, après, il est revenu, il a mené la bataille pour l'amnistie, tout ça. Et il est resté en lui quelque chose de la sensibilité de ce qu'il avait perçu dans cette folle audace populaire. Tous ces pauvres gens
Et alors il écrit « Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe elle-même par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Vive la France, vive la République!